Bonsoir, chers compatriotes. Merci beaucoup d'être connectés sur notre chaîne RDC Nouveau Départ. RDC Nouveau Départ, c'est une chaîne qui, n'est-ce pas, travaille sur des thématiques suivantes. Justice, paix, développement. Nous croyons aux certaines valeurs, nous croyons aux certains principes selon lesquels s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix et il n'y aura jamais de développement. Nous sommes une chaîne indépendante. Nous avons pour mission, n'est-ce pas, de sensibiliser la population congolaise sur ses droits, lui informer ce qu'elle doit faire lorsque ces droits ne sont pas respectés, et cela d'une manière pacifique. Nous en profitons également pour informer au monde ce qui se passe dans notre pays, ici en RDC, mais aussi nous parlons des questions, n'est-ce pas, de l'heure sur le plan international, et à travers nos émissions, nos débats, nos discussions, nos échanges avec nos invités qui ont une expérience dans les domaines spécifiques, nous tentons, n'est-ce pas, d'apporter la solution aux 10 problèmes. Aujourd'hui, nous sommes à notre 13e émission. RDC Nouveau Départ, appelez-moi Frédéric Bikoukayabou. J'en profite, n'est-ce pas, pour remercier ceux-là qui se sont déjà abonnés à notre chaîne et ceux-là qui commentent, ceux-là qui nous donnent le feedback, ceux-là qui nous envoient des messages d'encouragement. Nous sommes ici pour discuter des questions, n'est-ce pas, qui vous intéressent et qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de vous épanouir et de vous développer. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 27 septembre 2020. Nous allons parler d'un sujet, n'est-ce pas, qui défraie la chronique. C'est le discours du président congolais, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, lors de la 75e Assemblée générale des Nations Unies, tenue malheureusement en vidéoconférence. Aujourd'hui, nous ne serons pas seuls, nous aurons notre invité qui est déjà habitué à notre chaîne, mais c'est un spécialiste, M. Rémi. S'il faut que je brosse son portrait, n'est-ce pas, en passage, je dirais que c'est un défenseur des droits de l'homme qui travaille, n'est-ce pas, c'est un RDC, et il est membre de la société civile, et il est également le directeur du centre régional pour la paix et la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, et une fois de plus, nous disons merci pour votre confiance. Nous voudrions seulement vous rappeler que vous avez aussi l'obligation morale, pas légale, de partager nos émissions, de commenter et de nous faire savoir ce que vous pensez par rapport aux questions de l'ère. Nous ne sommes pas une chaîne politique, nous ne dépendons pas des partis politiques, mais nous sommes indépendants. Nous faisons réfléchir notre cerveau et pour n'est-ce pas, permettre à la société d'évoluer sur le plan juridique, sur le plan du développement, et lequel développement doit être économique, social et culturel. Merci beaucoup pour la confiance que vous apportez à notre chaîne. Merci beaucoup et nous sommes avec vous. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir. Nous allons inviter notre invité, monsieur Rémi, qui va intervenir dans cette émission. Je vais devoir voir si il est déjà en ligne. Je suis en train de tenter de le contacter. Je ne sais pas s'il est déjà en ligne. On est en train de... Nous tentons, n'est-ce pas, de joindre monsieur Rémi Kassindi. Il est temps que... Bonsoir, monsieur Rémi Kassindi. Vous êtes sur la chaîne YouTube, mais aussi la page Facebook RDC Nouveau Départ. Nous sommes une chaîne indépendante et nous parlons des questions ayant trait à la paix, à la justice et au développement. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas,
essayer de commenter, d'analyser les discours du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Tshisekedi, une allocution tenue lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour rappel, la session ou les sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies sont réglementées par la Charte des Nations Unies. Je suis à l'article 20 de la dite charte, n'est-ce pas? Et c'est au cours de cette session où les États membres de l'Organisation des Nations Unies discutent ou bien présentent les problèmes, n'est-ce pas, qu'ils ont dans leur pays, s'ils ont des recommandations par rapport à l'évolution de certains problèmes, notamment des questions sécuritaires, questions de la paix, questions du développement, pour que les autres membres, n'est-ce pas, puissent contribuer par des idées et au point même de pousser le conseil, les membres du Conseil de sécurité à prendre des résolutions et à toutes fins utiles. Il y a 4 jours, je me souviens, le président de la République a fait un discours au sein de l'Assemblée, n'est-ce pas, des Nations Unies. Et aujourd'hui, ce sera notre sujet. Nous allons essayer d'analyser, de comprendre et aussi d'écouter votre point de vue par rapport à son discours. Cela étant dit, nous allons vous demander, n'est-ce pas, ou nous vous prions de pouvoir vous présenter pour ceux qui ne vous ont jamais découvert, pour ceux-là qui sont connectés pour la première fois sur notre chaîne RDC Nouveau Départ. À vous la parole. Merci beaucoup, cher journaliste. Merci pour le sujet qui est très très important. Merci également. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi Kassindi. Je suis directeur du Centre de recherche et d'études stratégiques en Afrique centrale. C'est un bureau d'enquête, d'analyse et de recherche qui travaille sur la gouvernance des ressources naturelles et on analyse également la problématique liée au conflit et à la situation sécuritaire. En fait, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans ce sens. Et je suis également acteur de la société civile du Sud Kivu, mais également je suis activiste pro-démocratie. Je dois noter que je suis parmi les initiateurs du collectif Amka Congo en République démocratique du Congo, qui est un collectif de mouvements citoyens qui se sont mis ensemble pour défendre les intérêts sociaux. Voilà ce que je peux dire par rapport à ma présentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons vous poser la première question. C'est de savoir quelle est votre analyse par rapport au discours du président de la République. Pensez-vous que M. le Président a rencontré les desiderata des Congolais? Le chef de l'État a tenu son discours, qui est un discours encourageant, un discours digne de soi, en tant que chef de l'État, et un discours contextuel, parce que c'est un discours qui tient compte de la réalité du moment et du contexte dans lequel on est en train de vivre. Quand il a parlé de la problématique des groupes armés, lorsqu'il parle de la réforme du Conseil de sécurité, mais aussi lorsqu'il parle d'autres questions qui ont lien à la sous-région, mais aussi en tant que prochain président de l'Union africaine, il avait intérêt à exposer tel qu'il l'a fait la fois passée. Et je pense que par rapport à notre pays ou à la RDC, il a tenu un discours qui peut convaincre quelques-uns et d'autres qui pensent que c'était pas un discours convaincant. J'ai essayé de suivre les compatriotes et il y a certains, ceux-là qui les soutiennent, et ceux-là qui le soutiennent disent que non, le chef de l'État n'a pas tenu compte de ce que les Congolais attendaient de lui, mais également d'autres qui disent que c'était un discours qu'il fallait. Et moi, je me focalise beaucoup plus sur des questions
liées à la République démocratique du Congo, ici au niveau de la RDC. Et quand j'essaie de faire les analyses par rapport à d'autres discours, il y a les discours que nous appelons magiques de 1974, fait par l'ancien président, paix à son âme, Mobutu Sese Seko, oui, qui est un discours magique trop apprécié et où il a au moins touché toutes les questions d'actualité de l'époque. Et je pense que c'est aussi un discours aspirant et que le chef de l'État essaie d'orienter même ses mots par rapport à ce que le chef de l'État avait dit, l'ancien chef de l'État avait dit à l'époque. Il y a d'autres discours, nous devons tenir compte à la réalité du moment, au contexte dans lequel on est en train de vivre, mais aussi à la situation géostratégique et géopolitique au niveau international, mais aussi à la mondialisation. En parlant de la mondialisation, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je parle de tout ce qu'on est en train de vivre pour le moment, la réforme du Conseil de sécurité. Comme vous le savez, ça fait des années et des années que les pays africains ou d'autres pays du monde sont en train de militer pour que l'Afrique soit totalement représentée au sein du Conseil de sécurité. C'est une question sur laquelle les Africains tiennent. Il est vrai que nous sommes parmi, des fois, il arrive que nous sommes parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais les gens veulent se retrouver parmi les 5 membres. L'Afrique doit se retrouver parmi les 5 membres. Le président de la République a plaidé dans ce sens. Il a demandé à ce que lorsqu'il aura la réforme en soi, que l'Afrique soit représentée, et il aurait voulu que cela soit effectif au moment où il sera soit président de l'Union africaine ou en ce moment où il est parmi les vice-présidents de l'Union africaine. Et je pense que c'est un discours politique, c'est un message lié à la mondialisation, c'est un message lié à l'intégration de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est ce que nous voulons en tant qu'Africains. Nous le voulons. Et il est très dommage qu'il y a ceux-là qui tiennent la manette du Conseil de sécurité, qui ont les droits de veto, qui ne veulent pas s'ouvrir par rapport à cette question, mais je pense que nous devons toujours nous battre pour que cela soit effectif. Et il y a, je me rappelle que l'ancien président Nelson Mandela, de l'Afrique du Sud bien sûr, avait également milité pour que l'Afrique, et il voulait que ce soit l'Afrique du Sud qui soit dedans. Il y a le Nigeria qui fait tout pour être dans les conseils de sécurité, mais comme vous le savez, il y a tout un mur autour de cette question qui fait que beaucoup de choses sont encore à refaire. Mais il faut au moins une chose qui est sûre, l'Afrique doit se mettre ensemble pour qu'on ait au moins un ou deux membres de l'Afrique qui représentent le continent africain au sein du Conseil de sécurité. Au moins, c'est le continent qui n'a pas un membre au sein du Conseil de sécurité. Et dans ce sens, moi, je ne peux qu'appuyer le chef de l'État qui a parlé ou qui a développé son discours par rapport à la réforme du Conseil de sécurité pour que l'Afrique soit aussi partie prenante dans les décisions au niveau mondial. Pourquoi ne pas donner un droit de veto à l'Afrique? Et seulement, il y a l'Asie qui est représentée, et il y a l'Europe qui est représentée par beaucoup de pays, il y a les États, le continent américain qui est représenté par les États-Unis. Seul l'Océanie et l'Afrique ne sont pas représentés. Voilà, moi je soutiens à ce que les discours du chef de l'État dans ce sens puissent permettre à ce qu'il y ait cette intégration et que l'Afrique se sente aussi dans le concert des nations au sein du Conseil en soi. Merci beaucoup pour vos analyses. Mais j'ai une question. Pensez-vous que c'est vraiment important que les États africains soient aussi membres permanents du Conseil de sécurité, alors qu'à l'intérieur, ils ne sont même pas capables de se gouverner? Il y a la corruption, il y a l'impunité,
et eux-mêmes sont utilisés comme des proxys, n'est-ce pas, pour servir des multinationales et d'autres États occidentaux pour s'attaquer mutuellement. Pensez-vous que ça peut résoudre quelque chose en étant membre du Conseil de sécurité? En étant membre du Conseil de sécurité, ça résout autant de problèmes. Ça résout beaucoup de questions stratégiques et la gouvernance mondiale. Nous ne devons pas être éloignés de cette gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, c'est quelque chose qui nous tient et que notre continent, malgré tout ce que nous vivons, ce ne sont pas des situations qui dureront pour longtemps. Ça va, elles vont finir. Mais le problème, c'est que si nous sommes représentés et que nous avons une place dans cette gouvernance mondiale et que nous sommes représentés dans les conseils d'administration du monde, nous devons nous dire que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le conseil d'administration du monde. C'est eux qui gèrent le monde. Si l'Afrique est dedans, on aura au moins les droits de veto par rapport à certaines questions. Si nous avons un droit de veto, si nous avons au moins un pays africain qui est représenté, on peut se créer d'autres alliés et du coup, il y a certaines questions qui peuvent être résolues. Je pense que c'est très important que l'Afrique soit représentée et que nous puissions avoir cette place qui est une place de choix. C'est anormal que ce soit nous, Africains, qui ont tout ce qu'il y a comme ressources naturelles. Ce sont des ressources naturelles qui contribuent dans les industries que l'on retrouve dans ces pays qui sont au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais nous, on n'est pas quelque part où on doit décider sur certaines questions liées à la commercialisation ou liées au fixing du prix de nos ressources naturelles. Comment pouvons-nous développer l'Afrique alors qu'il y a d'autres qui discutent, qui se mettent ensemble, qui créent leurs histoires autour du G20, du G, sais pas combien, du G5, pour nuire à l'Afrique qui n'est pas représentée. L'Afrique n'est pas représentée et nous devons tout faire. Comme c'est nous qui tenons les ressources naturelles, au moins plus de pourcentage par rapport aux ressources naturelles, je me dis que nous avons intérêt et le monde entier a intérêt à ce que nous soyons représentés parce que nous tenons au moins les cœurs du monde et c'est important que nous soyons dans cette dynamique. Merci beaucoup. Selon votre analyse, vous estimez qu'une fois que les pays africains, je pense aussi que la RDC notamment, et l'un des pays africains devient membre du Conseil de sécurité, ça pourrait, n'est-ce pas, changer et faire avancer la donne sur le plan international, notamment sur des questions bilatérales et multilatérales, dans les domaines divers, notamment la paix, la sécurité, le développement, et pourquoi pas la santé. Mais j'ai comme l'impression que le discours du président de la République n'était pas vraiment un discours d'un État qui voudrait s'imposer, mais plutôt un État qui voudrait demander, trop se lamenter. C'est comme si la RDC n'avait pas quelque chose à apporter. Par contre, demander, parce que quand il parle de la dette extérieure, quand il parle de la dette extérieure notamment, et aussi quand il parle des questions sécuritaires, aussi quand il parle des questions des groupes armés et les souteneurs, donc des pays ou des multinationales qui soutiennent, qui apportent le soutien aux 10 groupes armés, n'est-ce pas vraiment le président a fait un aveu de faiblesse? Oui, au fait, je pense le chef de l'État, il est chef de l'État, il a toutes les informations et il sait pourquoi il a parlé de ça. Moi, je travaille pour un bureau qui travaille sur cette question liée aux groupes armés et des questions liées géostratégiques au niveau de la sous-région. Il y a autant de questions que nous devons nous poser par rapport à son message en lien avec les groupes armés. Oui, on a un problème très sérieux au niveau de la sous-région. Mais chaque fois lorsque on nous parle que ce sont les ressources naturelles qui financent les conflits
à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un message qui doit interpeller et qui mérite une place, peut-être là où l'endroit où il a été. Je pense que c'était le bon endroit où il devait dire aux pays qui sont là, c'est vous qui amenez le conflit chez moi, et comme c'est vous qui êtes, à la base du conflit dans mon pays, à l'est de mon pays, parce que ce sont les ressources naturelles que vous venez chercher dans mon pays qui financent les mêmes groupes armés. Je pense que là, il avait raison. Parce qu'il faut toucher le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est au niveau des ressources naturelles. Néanmoins, il ne devait pas, on ne doit pas chaque fois être à genoux. Mais moi, je pense, et je l'ai dit la fois dernière, que c'est avec une force congolaise dissuasive que nous devons mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Si nous avons une sécurité renforcée, et quand je parle de la sécurité, je vois les services de renseignement. En RDC, les services de renseignement sont presque inexistants. Et nous savons comment ils opèrent. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas, si on ne veut pas toucher ces problèmes au niveau interne, c'est pas au niveau extérieur que nous allons les résoudre. Et au niveau de la sous-région, s'il y a des États qui se permettent de faire des incursions dans notre pays, c'est parce que les frontières sont poreuses, comme nous le savons. Et lorsqu'on a des frontières poreuses comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Que font nos services de renseignement? Parce que on ne peut pas comprendre comment, par rapport, je donne l'exemple de ce qui s'était passé au Katanga, Lubumbashi, il y a 2 jours, où les Bakatakatanga se permettent d'arriver au centre-ville de Lubumbashi. C'est anormal, c'est inacceptable. Très dommage qu'il y a quelques jours, il y a au moins 1 semaine ou 2 semaines, c'était en Ituri, en pleine ville. Pouvez-vous imaginer avec la Codeco. Combien, avec le Codeco, pouvez-vous imaginer combien ça doit toucher, ça doit blesser les Congolais? Alors, que font les services de renseignement? Parce que les services de renseignement sont là pour anticiper. Les services de renseignement sont là pour prendre la défensive, éviter que les informations soient analysées. Mais le problème, c'est que les services qui devaient aider à ce que les pays fassent un front contre ceux-là qui sèment les désordres dans les pays, sont ailleurs. Ils sont beaucoup plus focalisés sur des petites questions et du coup, c'est un handicap. Et là, je me dis que pour des raisons stratégiques, nous devons nous-mêmes former nos propres services de sécurité. C'est pas aux Nations Unies qu'on va nous dire que voilà, formez vos services de sécurité. Surtout que nous avons autant de résolutions. Je pense que les chefs de l'État devaient aussi se référer sur les résolutions des mêmes Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des résolutions qui existent depuis des années. Je pense qu'il y a depuis 2001, il y a les groupes des experts des Nations Unies qui ont travaillé et chaque année, il y avait une résolution qui sortait. Vous pouvez vous imaginer que si nous avons ces résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, nous pouvons quand même faire quelque chose et faire face à l'ennemi de la République. Et c'est ce qui nous manque pour le moment. Et je pense que cela doit être réglé par les chefs de l'État et en interne. C'est pas au niveau du Conseil de sécurité que cela doit se résoudre. Mais je pense que les pays doivent avoir des partenaires à un autre niveau, des partenaires qui acceptent de former nos services. Si on a quelques Congolais qui font mouvement ou qui sont inscrits dans des grandes écoles où on forme les vrais enseignants, surtout qu'à l'époque, on a eu des experts zaïrois, je vais dire zaïrois, qui ont travaillé dans ce secteur, qui ont fait un très bon travail. Mais voilà, ces gens sont délaissés. Et ils sont ici à Kinshasa et d'autres ont fui les pays, ils sont à l'étranger.
il n'y a personne qui s'intéresse de... Moi, je me demanderais à ce que le chef de l'État amène tous ces gens ici au pays pour qu'ensemble ils puissent discuter sur la vraie difficulté. C'est pas lié aux ressources humaines, parce que les ressources humaines, nous les avons. Mais il y a aussi cette volonté et peut-être la manière dont les choses sont traitées avec une légèreté qui ne cite pas son nom. Moi, c'est ce qui m'inquiète, quoi. D'accord. Nous avons eu aussi à constater, parce que avant lui et après lui, je dirais son discours, bien entendu, nous avons eu à constater certains, c'est pas des menaces, mais des attaques ouvertes de la part du président américain Donald Trump à l'encontre du président chinois. On a constaté Donald Trump qui accuse ouvertement la Chine, notamment parlant de la crise sanitaire, la COVID-19. Il dit que c'est le virus chinois. Et puis la Chine va répliquer en disant que ils ne sont pas ici pour la guerre froide. Et donc, vous voyez, le Conseil de sécurité, pas le Conseil solide, mais l'Assemblée générale, c'est aussi une opportunité pour les États à échanger, à parler des problèmes, les problèmes qui les concernent, comme c'est le cas ici, les États-Unis et la Chine. Il y a aussi la Grèce et la Turquie qui ont échangé. Vous savez que pendant il y a un mois déjà, un mois déjà, la Grèce et la Turquie sont en conflit. Les deux, n'est-ce pas, veulent occuper une partie de la mer. Je crois de l'océan Atlantique. Je ne sais pas, peut-être mais une partie de la mer. Donc, il y a un conflit qui est ouvert. Il y a eu même des démonstrations. Mais c'est aussi une opportunité pour eux d'en parler ouvertement et de citer nommément les noms devant le Conseil de sécurité. Il y a le Burundi, n'est-ce pas, le président burundais, Ernest, qui lui a accusé l'Union européenne de déstabiliser son pays, notamment faisant allusion au coup d'État manqué et raté de 2015. Mais arrivant du côté congolais, le président congolais, il ne cite pas des personnes ou bien des organisations ou bien des pays qui alimentent, qui financent, qui soutiennent les groupes armés. Est-ce qu'une complicité, une naïveté? Je ne comprends pas. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Je pense personnellement que c'est pas une complicité ou une naïveté. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais je dois noter que on a manqué une occasion à Nord où on devait parler, par exemple, du rapport mapping. Parce que il y a eu une résolution du Parlement européen qui est sortie il y a quelques jours. Et ce que j'ai toujours déploré, c'est le fait que la RDC reste toujours calme par rapport à ce rapport mapping. Nous l'avons toujours déploré. Et la RDC, le chef de l'État devait en profiter pour parler de ces rapports. Je me dis que c'était une très belle occasion pour qu'il puisse se dire un mot par rapport à ça. Et il y a d'autres questions de détail qui, au fait, c'est pas à dire que le fait qu'il n'a pas parlé officiellement veut dire qu'il n'a pas, que cette question, d'autres questions ne peuvent pas être débattues en bilatéral. Il y a d'autres questions qui existent et qui sont débattues entre États et au niveau dans d'autres cieux. Mais bon, je me dis que c'était une très belle occasion et nous on devait parler du rapport mapping parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour le moment. Et je me dis, comme je l'ai mentionné au début là, je pense qu'il est en train de vouloir se faire des amis au niveau de la sous-région. Il n'a pas voulu vexer certains. Et le fait qu'il ne veut pas vexer certains, bon, voilà, ça comme impact des analyses au sein auprès de nos compatriotes. Et les compatriotes qui ne comprennent pas pourquoi il ne veut pas vexer, pourquoi il ne veut pas dire la vérité, alors que la vérité est têtue. Bon, je me dis que le chef de l'État, il a ses canaux de communication, il a ses services qui peut-être peuvent lui aider. Et
je ne pense pas aussi que nous pouvons chaque fois prendre les exemples des autres États. Peut-être nous pouvons développer notre propre mécanisme, mais au moins nous avons manqué une occasion en or pour parler du rapport mapping, de la résolution du Conseil de sécurité, et surtout que la RDC doit officiellement prendre position par rapport à tout ce qui s'est passé et beaucoup plus au rapport mapping. C'est un rapport qui existe, que nous ne devons pas abandonner et que nous devons accompagner en tant que Congolais. Voilà ce que je dois dire par rapport à ça. Je n'aimerais pas revenir sur les discours entre Donald Trump et les Chinois. Ils ont leur guerre qui est vraiment froide, mais que l'on ne veut pas mentionner officiellement. Ils savent pourquoi ils se battent. Ce sont des intérêts économiques. Dommage que ce sont les mêmes intérêts économiques que nos pays africains vont subir entre la Chine et les États-Unis. Et comme vous le savez, les Chinois ne veulent pas laisser, veulent se confirmer sur le terrain, et les États-Unis pensent avoir abandonné un terrain qu'ils veulent récupérer. Imaginez-vous des lions dans une même zone qui se battent pour des intérêts pour une girafe. Et imaginez-vous qu'est-ce qui va se passer. Donc, je pense que le chef de l'État devra profiter prochainement et peut-être trouver des canaux de communication pour faire passer le message. Mais nous, Congolais, nous voulons que les rapports mapping soient au cœur de l'actualité en RDC et au cœur de l'actualité ou de la communication diplomatique de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État devait profiter de cette même occasion pour parler du conflit qui existe entre la RDC et l'Ouganda et la Zambie aussi. De justice. Je pense que ça serait une très belle occasion avec la Zambie aussi. De dire voilà, entre l'Ouganda et la RDC, il se pose encore des problèmes. Bon, on va suivre comment ça va se passer, l'évolution de la situation, et je pense qu'il doit se créer d'autres canaux de communication pour que ce genre de messages passe et qu'il sauvegarde les relations, parce que nous avons également besoin de sauvegarder les relations dans la région. Mais pourquoi n'a-t-il pas aussi fait mention de l'invasion de la RDC par la Zambie? Ça, ce n'est plus un secret des polichinelles. Donc la Zambie se trouve sur le territoire congolais. Ça, c'est un crime au terme de... C'est un crime international au terme du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Mais aussi, c'est un crime, même au sens de la Charte des Nations Unies. Pourquoi n'y a-t-il pas fait allusion? Pourquoi ce silence? Son pays est agressé, il garde ce silence. C'est un silence qui est parlant. C'est un silence qui est parlant. Et je me dis que la Zambie a commis une grosse bêtise de nous agresser, bien sûr. Je pense qu'ils ont décidé de déposer, de dénoncer auprès de la SADC. La SADC a pris cette question en main, et peut-être que le chef de l'État a trouvé mieux que cette question soit résolue au niveau régional et par les Africains, au lieu d'amener cette question au niveau du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est peut-être quelque part qu'il voulait jouer, mais au moins, moi je suis d'accord que cette question soit résolue au niveau régional, et si c'est la SADC qui nous facilite, et je ne peux qu'encourager. Et je pense qu'il allait également avoir quelques mots un peu directs par rapport au comportement de certains États dans la région, mais au moins, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Et je pense que il y a beaucoup de choses à faire pour le moment. Et notre ministère des Affaires étrangères a encore des difficultés à se confirmer. Et voilà là où il y a le problème. Mais je ne comprends pas pourquoi est-il en train d'éviter l'emploi ou l'usage de certains concepts comme le rapport mapping, comme le tribunal pénal international pour la RDC, mais il préfère plutôt parler, il a parlé des fonds, je veux dire, il a parlé du fonds mondial pour la réparation des crimes en faveur des victimes des crimes
pendant la guerre en RDC. Quand on voit des victimes, parlant des victimes de guerre en RDC, on fait directement allusion aux différentes guerres, n'est-ce pas, depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Et lesquelles guerres, lesquels conflits ont été documentés par les rapports mapping? Pourquoi cet évitement? Pourquoi ne veut pas aller tout droit au but? Bon, je ne sais pas parce que pour le moment, on a beaucoup de doublons au pays, mais il y a un fonds qui existe dans le cadre de la réparation sur les victimes de violences sexuelles. Et si on peut également mettre sur pied un fonds pour les victimes de la guerre, bon, je ne vois pas comment ça va se passer, mais je me dis qu'il devait renforcer ce travail qui est fait par le docteur Mukwege, et qu'à partir de là, ça peut aider aussi à lutter contre les conflits. Si au moins on peut unir nos efforts, et je pense unir les efforts du prix Nobel, et qu'au niveau du pays, on puisse travailler avec le prix Nobel pour qu'on trouve des solutions par rapport à certains problèmes. Je ne vois pas le niveau international avoir un autre fonds, alors qu'il y a un autre fonds qui existe, dont par rapport au plaidoyer mené par le docteur Denis Mukwege. Moi, j'aimerais bien me focaliser sur le fonds pour la réparation des victimes de violences sexuelles qui existe déjà et que nous devons renforcer, dont le RDC doit s'approprier, et c'est ce que le chef de l'État devait faire. Un nouveau fonds pour les victimes de la guerre, alors que les mêmes victimes de la guerre sont aussi des victimes de violences sexuelles. Bon, je ne sais pas sur quoi il voulait faire allusion, mais voilà, je me dis que devons nous focaliser sur ce qui existe déjà, essayer de les renforcer et de nous approprier de cette question. Ok, merci beaucoup. Et une autre question, je suis un peu curieux, parce que ce qui me fait vraiment ça me pousse à poser cette question, c'est le silence, notamment du gouvernement congolais. Et je viens de constater qu'il y a une absence totale de la part des autorités congolaises dans la lutte contre l'impunité, notamment l'impunité des crimes internationaux. J'ai fait allusion ici au rapport mapping. Dr Mukwege et d'autres membres de la société civile mènent depuis longtemps, n'est-ce pas, une lutte pour la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et à bien d'égards, nous avons constaté l'absence des autorités congolaises, mais aussi des acteurs politiques. Donc ici, j'ai fait allusion aux partis politiques. Je poursuis. Le docteur Mukwege, jusqu'à ce qu'il obtienne, n'est-ce pas, le soutien des 0 députés du Parlement européen, qui a pris une résolution, qui va prendre une recommandation demandant au Conseil de sécurité de prendre une résolution portant création du tribunal pénal international pour la RDC. C'est au cours de ces mois que cela a été publié par le Parlement européen. Et au cours du même mois, le président congolais se présente au niveau des Nations Unies, n'est-ce pas? Mais il oublie de parler de cette question, de rappeler les membres de l'Assemblée nationale, et par-dessus, rappeler aussi les membres du Conseil de sécurité, de soutenir au moins la résolution du Parlement européen. Pourquoi cela? N'avait-il pas intérêt à appuyer, ou bien à renforcer, ou bien à réitérer, ou bien à soutenir les efforts de l'Union européenne? N'avait-il pas intérêt de le dire tout haut, ou bien selon sa diplomatie, selon son approche, il préfère le faire sous silence? Quelle est votre analyse par rapport à ça? Et je voulais tout d'abord encourager les combats du docteur Denis Mukwege que nous soutenons. Et nous avons y amené plusieurs plaidoyers et à tous les niveaux, et que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau international, pour appuyer son combat. Et je voulais aussi encourager l'Union européenne qui a compris le problème, mais comme je le disais au début, le problème est s'approprier de ces combats.
Je voulais noter ici que c'est notre problème. C'est notre problème et nous devons nous mettre ensemble pour trouver une solution. Et si l'Union européenne a estimé qu'il fallait accompagner la République démocratique du Congo dans ces combats menés par le docteur Denis Mukwege, je me dis que la RDC, que la première chose que la RDC doit faire, c'est de prendre cette main tendue de l'Union européenne, cette main tendue des victimes, parce que nous devons mentionner que ce sont les victimes sont des Congolais. La main tendue de l'Union européenne et des victimes qui sont beaucoup plus congolaises que la RDC devait s'en approprier. Et c'est le combat que nous, en tant que société civile, nous devons mener pour faire comprendre à notre pays qu'il y a nécessité à ce que cette question soit résolue au niveau national. Parce qu'au niveau international, on est en train de comprendre cette question. Je dois également noter que le chef de l'État est un ancien opposant qui a mené ces mêmes combats à l'époque. Ça, c'est vraiment... Je voulais mentionner cet aspect-là. Il a mené les combats pour que la communauté internationale comprenne que les Congolais ont été massacrés, ils ont été tués, il y a eu un génocide en République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'en tant que président, il devait se taire par rapport à cette question. Il devait profiter pour le moment pour marteler à ce que les autres comprennent que nous devons trouver une solution. Le fait que l'Union européenne a décidé d'accompagner la République démocratique du Congo, je note qu'il y a d'autres partenaires au niveau international, dont les États-Unis, qui doivent également se mettre, qui est un partenaire de taille de la République démocratique du Congo, et qui doivent également se mettre aux côtés de l'Union européenne pour que cette question soit résolue. Je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux stratégiques qui sont autour de cette question et que ça pourra être débattu au sein du même Conseil de sécurité que nous voulons réformer. Et imaginez-vous qu'à l'époque, il y a des anciens chefs d'État qui ont soutenu certains pays de la sous-région pour mener une guerre d'agression contre la République démocratique du Congo. Et que la question que je dois me poser serait celle de savoir quels sont les niveaux de relations entre ces États qui ont soutenu les autres États pour mener la guerre d'agression, ici en République démocratique du Congo, appelée bien sûr même guerre de libération, mais aussi que ce soit les mêmes États qui ont les mêmes fonderies, qui profitent de nos ressources naturelles, qui sont à la base du conflit en République démocratique du Congo. Ce sont des enjeux de taille. On a été plusieurs fois à l'OCDE à Paris, où on représente, il y a plusieurs entreprises et industries minières internationales se réunissent chaque année. Nous avons toujours plaidé. On sent même qu'il y a des questions qui des fois ne passent pas parce que ce sont des intérêts de tel ou tel qui sont touchés. Imaginez-vous pourquoi l'or congolais échappe jusqu'aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Alors que nous savons que ceux qui tiennent l'industrie aurifère dans le monde, ce sont des pays qui sont très très connus, ce sont qui sont cotés à Londres. Donc pourquoi Londres ne veut pas suivre cette question qui est une question de taille? Parce que quand vous allez à la DMCC à Dubaï, vous comprenez qu'il y a autant de dangers autour de ça. Quand vous arrivez à Dubaï, vous comprenez que l'industrie de l'or se trouve à Dubaï et à Mumbai. Dubaï et Mumbai, c'est en Inde. Et Dubaï, c'est aux Émirats Arabes Unis, bien sûr, et Mumbai, c'est au niveau de l'Inde. Pourquoi certains pays qui savent très très bien que l'or congolais est géré au niveau de la bourse à Londres, mais pourquoi ils ne font pas pression pour que cela soit, pour qu'on ait des solutions par rapport à cette question? Moi je pense que à partir de ces questions-là, on doit comprendre
que certains pays que nous connaissons doivent nous aider à trouver des solutions. Et je pense que c'est le combat de la société civile, mais aussi du gouvernement congolais, qui, je le répète encore une fois, doit s'approprier de ces combats pour espérer trouver une solution. Je dois également noter que cela n'empêche que nous passions chaque fois au dialogue, parce qu'avec les dialogues, on peut toujours trouver une solution. Et j'ai toujours pensé que les États de la sous-région doivent au moins officiellement accepter que la situation qui s'est déroulée en République démocratique du Congo est inacceptable et qu'ils doivent demander pardon, comme la Belgique l'a fait 80 ans après. Je suis sûr que cela va revenir dans les années qui viennent et qu'on aurait au moins certaines autorités qui accepteraient de demander pardon. Merci beaucoup pour vos interventions. Comme vous venez de parler des pays qui finançaient la guerre d'invasion de l'ex-Zaïre, il me vient à l'idée, n'est-ce pas, à l'esprit l'idée de... Parce que je suis en train de lire actuellement le livre qui vient de paraître de la journaliste canadienne Judy River, qui parle intitulé Rwanda, l'éloge du sang. Et quelque part, je trouve que lorsque les forces de l'AFDEL, l'Alliance pour la force démocratique, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Zaïre, ou du Congo, quand ils avançaient, ces gens, ces militaires, ils bénéficiaient du soutien logistique des États-Unis, des multinationales. Tout est dit dans cet ouvrage-là. Mais je suis en train de comprendre si ça sera possible que le Conseil de sécurité, qui est composé notamment des États-Unis, n'est-ce pas, et au sein duquel il y a certains lobbyistes des multinationales, pensez-vous que la lutte pour la mise en place du tribunal pénal international aura-t-elle la chance d'être effective ou bien de réussir? Parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui finançaient la guerre et qui continuent, n'est-ce pas, à exploiter la RDC. Ce sont eux maintenant qui se trouvent au Conseil de sécurité et ils peuvent, n'est-ce pas, user de leur voix de veto pour bloquer le processus. Quelle est votre analyse? Oui, c'est ce que je disais, je l'ai dit, je dis qu'il y a des enjeux stratégiques autour de cette question. Je pense que il y a personne qui peut accepter de s'auto-flageller. Et ça, c'est un. Deuxièmement, il y a ils sont membres du Conseil de sécurité et cette résolution doit être votée au sein du même Conseil de sécurité. Mettez-vous en tête que nous pouvons avoir ce tribunal, mais devons tout faire pour que ce soit un tribunal que ce soit une résolution qui met sur pied un tribunal international pour la RDC, mais qui a aussi la force d'agir sur terrain. On peut nous donner ce tribunal sans moyens, parce qu'ils savent comment ils gèrent, ils savent comment ils font leurs histoires. Et tout ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de pousser pour qu'on ait des moyens. Je pense que le premier responsable de tout ce qui se passe, moi j'ai toujours pensé à une solution locale. Si cela doit se passer au niveau de la RDC et que la RDC fasse par exemple ce qu'on a vécu par le passé au Rwanda avec les Gachacha. Les Gachacha, c'était une initiative locale qui était accompagnée par la communauté internationale. Et pourquoi notre pays ne peut pas prendre des initiatives locales qui peuvent être accompagnées par la suite par la même communauté internationale, dont l'Union européenne qui est derrière nous pour le moment? Et si on peut réfléchir dans ce sens, moi je me dis que ça peut avancer. Mais nous, le problème c'est que nous voulons chaque fois trouver une solution miracle au niveau de l'extérieur. Parce que les Congolais ont l'habitude de trouver que quelque chose qui vient de l'extérieur est meilleur que ce qu'eux-mêmes font au niveau local. Et ça, c'est vraiment regrettable. Moi, je pense que nous pouvons tout d'abord commencer par des initiatives au niveau local. Et nous avons des cours de tribunaux qui existent, qui doivent être renforcés. Et malgré tout ce qu'on a entraîné comme corruption, nous savons qu'il y a la corruption qui gangrène certaines personnes qui sont impliquées dans nos cours de tribunaux. Mais au moins, si nous avons ces cours qui sont renforcés au niveau local,
renforcée par des juridictions au niveau, par d'autres juridictions et par des experts au niveau international, je me dis que nous pouvons peut-être trouver une solution locale aux problèmes qui sont purement locaux et en se focalisant sur notre propre contexte. D'accord. Quel est votre mot de la fin par rapport à cette émission? Le mot de la fin, c'est de faire foi à ce que nous sommes, de prendre des initiatives locales qui peuvent permettre à ce que nous fassions un travail qui tient compte de notre contexte, parce que nous avons un contexte congolais qui est purement congolais. Et nous, on doit tout faire pour que ce contexte soit les mêmes que nos problèmes ou aille vers nos problèmes. On ne doit pas travailler avec un contexte qui n'est pas congolais. Et des fois, ça nous arrive que nous voulons faire des copies-coller venant par-ci, par-là, et du coup, il y a échec par la suite. Je me dis que nous pouvons travailler personnellement. Le gouvernement congolais doit d'abord s'approprier du problème qui est le nôtre. Et quand je parle du problème qui est le nôtre, je vois tout ce qui est cité dans les rapports mapping. Le gouvernement congolais doit d'abord reconnaître que les rapports mapping existent. Travailler sur la mise sur pied des tribunaux au niveau local. Et ces tribunaux qui peuvent prendre la forme des gachacha, par exemple au Rwanda, c'est juste un exemple, qui peuvent être accompagnés par la communauté internationale. Et moi, je me dis que pour le moment, il y a cette main ouverte de l'Union européenne. J'aimerais bien que ce soit une main ouverte qui est vraiment solide, parce qu'il ne faut pas que l'on fasse des choses pour plaire ou pour juste amuser la galerie. Et nous estimons que d'autres pays, comme les États-Unis, doivent s'associer à l'Union européenne pour qu'on trouve une solution au niveau local. Il faut noter que ce n'est pas seulement l'Union européenne et les États-Unis qui sont au Conseil de sécurité. Il y a la Russie qui doit également comprendre les problèmes, la Chine qui doit nécessairement comprendre pour que cette résolution passe au Conseil de sécurité. Parce que l'Union européenne en soi peut tout faire, mais ne va pas agir sur terrain du fait qu'ils doivent attendre une solution du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc, voilà, il y a autant de questions sur lesquelles, si on avait une diplomatie solide, qui fait son travail convenablement, chose qui n'existe pas pour le moment, et je pense qu'ils ont une voie vraiment ouverte et peuvent profiter de tout ce qui est fait pour le moment au niveau international et même au niveau local. Je félicite en ce moment même et répète que l'Union européenne a bien fait, mais nous devons être sur terrain. L'Union européenne doit continuer à faire une grande pression sur les Nations unies pour que cette résolution soit votée par le Conseil de sécurité et peut-être une diplomatie agissante au niveau de la RDC pour que les autres pays amis de la RDC accompagnent l'initiative. Voilà, et que les Congolais s'approprient de tout ce qui se passe. Voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Merci beaucoup, que les Congolais s'approprient de cette initiative. Merci pour votre intervention. Et nous aurons toujours à vous contacter chaque fois que nous aurons besoin de vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci également, chers journalistes, et bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Chers compatriotes, merci beaucoup pour votre attention soutenue par rapport à cette émission. Nous venons d'écouter M. Rémi Kassindi. Il vient d'expliquer, donner son point de vue par rapport au discours du président de la République. Nous venons de discuter de beaucoup de questions, des éléments, n'est-ce pas, beaucoup d'éléments contenus dans son discours, mais beaucoup plus nous sommes penchés sur des questions sécuritaires et des questions de justice, et notamment les rapports mapping, notamment l'absence, n'est-ce pas, ou bien l'absence du président de la République de n'avoir pas fait allusion au rapport mapping, à la résolution du Parlement européen recommandant au Conseil de sécurité des Nations Unies à voter une résolution portant création du tribunal pénal international pour le Congo.
il a donné son point de vue, il expliquait. Je suis presque à la fin de mon émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission? Il faut retenir que lors de la 75e session du Conseil de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a parlé des questions sécuritaires, questions de développement, de la paix, de la santé. S'agissant des questions sécuritaires, et c'est ce qui a fait même l'objet de notre sujet aujourd'hui, il a cité des groupes armés qui pillent les richesses nationales, les or, les coltans, ainsi de suite. Mais il ne cite pas les noms de ces groupes armés, il ne cite pas nommément même les pays qui les soutiennent. Contrairement à ce que nous avons constaté, le Burundi a cité l'Union européenne pour déstabiliser son pays, pour les déstabiliser. Il y a eu la Grèce et la Turquie qui sont, n'est-ce pas, échangés des mots. Il y avait des attaques, pas dans le sens négatif, même des dénonciations. Il y avait les États-Unis face à la Chine, Donald Trump qui accusait la Chine d'avoir été à l'origine de la crise sanitaire, notamment la Covid, et la Chine aussi qui a répliqué. Donc c'est un cadre, l'Assemblée générale, c'est aussi un cadre pour les États, n'est-ce pas, à exprimer ce qu'ils pensent, à présenter les problèmes, n'est-ce pas, qui les tiennent au cœur. Pourquoi la RDC n'a-t-elle pas parlé de l'évasion ou de son territoire par n'est-ce pas, la Zambie? Pourquoi ce silence? Pourquoi le président congolais, son Excellence Félix Tshisekedi, n'a-t-il pas fait allusion au rapport mapping, à la résolution prise par les parlements européens? Pourquoi il évite tout cela? Et voilà autant de questions que nous nous posons aujourd'hui et auxquelles vous pouvez aussi apporter votre réponse. Et si vous pensez que ce sujet vous intéresse, vous pouvez nous contacter à notre adresse email rdcnouveaudépart@gmail.com rdcnouveaudépart@gmail.com RDC Nouveau Départ, c'est en un seul mot. Et puis arrobas, puis gmail, puis .com. Ou bien vous pouvez nous envoyer un SMS à notre numéro qui est sur notre page Facebook. Nous allons, n'est-ce pas, vous programmer pour un débat. Nous sommes ici pour écouter tous les sons des cloches. Merci beaucoup. Vous allez constater qu'on n'a pas parlé de la question de Katanga, de l'insécurité au Katanga, parce que ce n'était pas vraiment les grands sujets. Les grands sujets, c'était le discours du président, mais nous l'avons analysé du point de vue juridique. Et à peu près, on a frôlé, n'est-ce pas, la question sécuritaire. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager notre vidéo. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de vous abonner à notre chaîne. Actuellement, nous sommes à 120 abonnés. C'est vraiment un grand privilège. Nous sommes très contents et nous vous sommes reconnaissants. Merci et à la prochaine.